Décembre 2023 va son chemin, est déjà à son 4e jour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Sur Téléhémicycle, c'est ici et maintenant la première des éditions d'information de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Il n'y a pas de proposition de projet de loi sur l'homosexualité sur la table des députés à l'Assemblée nationale. C'est l'essentiel à retenir du point de presse du porte-parole du président de l'Assemblée nationale vendredi dernier sur les intentions de l'auteur de la question orale avec débat adressé au gouvernement. Un des points adressés donc pour la plénière du jeudi 30 novembre dernier. Le porte-parole a donné des précisions. Le sort des populations de Hulakodi et de Togbin que le gouvernement a dû déloger était une des questions auxquelles le gouvernement a aussi répondu face aux députés à la plénière du 30 novembre 2023. Dans ce journal, quelques préoccupations des élus de la nation. Lorsque l'horloge sonne 13 coups, c'est qu'il est l'heure de la réparer, dit un adage. Nous irons dans l'univers des horlogers, un métier qui apparemment attire de moins en moins les candidats à l'apprentissage. Heureux de vous y retrouver à nouveau. Bonjour et bienvenue. Le porte-parole du président de l'Assemblée nationale était face à la presse le vendredi 1er décembre dernier. À travers un point de presse, Vitali Botton a voulu rassurer l'opinion publique sur la nature d'une question qui était à l'ordre du jour de la plénière du jeudi 30 novembre 2023. La question orale avec débat adressée par un député au gouvernement pour savoir si oui ou non l'homosexualité est instaurée dans les programmes d'enseignement au Bénin. Une question adressée au gouvernement n'est pas à confondre à un projet ou une proposition de loi, a clarifié le porte-parole du président de l'Assemblée nationale qui, fort de la réponse du gouvernement, s'est voulu clair. Suivons un extrait de ses propos. Il convient de souligner que le point de l'ordre du jour, objet de polémique, n'est plus ni moins qu'une question d'actualité transformée en question orale avec débat. Ainsi que vous le savez, une question orale avec débat est une des formes de questions prévues par la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Celle qui nous intéresse ici a été posée par le député Nourenou Achade, président du groupe parlementaire Les Démocrates, et 4 autres de ses collègues. C'est donc en vertu des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, notamment en son article 108, que le gouvernement a été invité au Parlement afin de répondre aux préoccupations de la représentation nationale. Cette activité qui participe de l'information des honorables députés s'inscrit dans le cadre du contrôle parlementaire de l'action du gouvernement. En l'espèce, l'Assemblée nationale assure donc sa fonction de contrôle de l'action du gouvernement, qui n'a rien à voir avec sa fonction législative. Comme vous avez pu le noter, au cours de la séance plénière de ce jeudi 30 novembre 2023, aucun projet ou proposition de loi relative à la pratique de l'homosexualité n'était à l'ordre du jour. Il n'en a jamais été question. Sur le sujet, la position du président Louis Gbéonou Vlavonou ne souffre d'aucune ambiguïté. Le président Louis Gbéonou Vlavonou
président de l'Assemblée nationale 9e législature, salue et encourage la réforme du système éducatif qui consiste à introduire l'éducation à la santé sexuelle dans les curricula sans modifier l'existant. Sans modifier l'existant. Pour lui, cette réforme constitue un acte de gouvernance responsable à saluer. En conséquence, les réponses fournies par le gouvernement lui paraissent entièrement satisfaisantes. Et à propos de cette question, l'homosexualité a-t-elle vraiment été introduite dans le programme scolaire au Bénin? Le ministre des Enseignements maternels et primaires, celui de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole des institutions, ont apporté des éléments de réponse à la plénière de ce 30 novembre 2023. Latifou Boni nous fait le point des débats. Concernant Tombedako, zone 4, je voudrais dire... La question était au départ une question d'actualité. Elle a été transformée en question orale avec débat. S'intéressant aux rumeurs sur l'instauration de l'homosexualité dans le système éducatif, la question émane de Nourenou Achadé. L'enseignement sur l'homosexualité est-il introduit dans le programme scolaire dans notre pays? Le ministre Salman Karimou porte les réponses du gouvernement aux différentes parties de la question posée. Il rappelle d'abord l'origine très lointaine du programme d'infusion des savoirs sur la santé sexuelle. Je parle bien du 12 novembre 2015. Le gouvernement d'alors a fait le choix d'introduire l'éducation à la santé sexuelle dans les curricula sans modifier l'existant. L'expérience en cours au Bénin, s'agissant de l'éducation à la santé sexuelle, n'a rien à voir avec l'enseignement sur l'homosexualité. Les réponses du gouvernement ont visiblement convaincu Nourenou Achadé, qui a appelé l'exécutif à aller plus loin en exerçant par exemple plus de contrôle sur les programmes des médias audiovisuels. Je suis entièrement convaincu. Convaincu par la réponse qu'il a donnée à la représentation nationale pour dire que à nos apprenants, il est enseigné la santé sexuelle et non l'homosexualité. Parce que moi-même, je ne peux pas dire ce que je ne sais pas. Mes recherches ne m'ont pas permis de découvrir autre chose que ce que vous avez dit. Que les diffusions des programmes antisociaux, des programmes de perversité que les gens diffusent à travers les télés à nos enfants, que le gouvernement fasse en sorte qu'un contrôle se fasse. Tout comme l'auteur de la question, c'est un vent de satisfaction qui a plané sur l'hémicycle. Les élus se sont succédés pour saluer des réponses qui mettent un terme aux rumeurs. Je vais éviter des redites. Je sais que vous ne serez pas d'avis avec la question parce que vous êtes un grand croyant. Quand on a suivi votre dernier discours sur le rapport d'activité, donc j'imagine bien que vous n'êtes pas de ces avis-là. Merci. il faut rassurer nos autorités religieuses, nos sages et notables, les gardiens de la tradition et toute la population béninoise que les représentants du peuple que nous sommes au diapason de ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes sur la même longueur d'onde que toute la population. Et le collègue qui a posé la question parce que, sûrement comme moi, il a entendu sur les réseaux sociaux ces rumeurs. Je voudrais aussi remercier l'honorable député qui a posé cette question, puisque cette question a permis au gouvernement de clarifier à la représentation nationale et au peuple béninois que l'homosexualité est une donnée
qui n'est pas conforme à la référence sociale de notre pays. Par conséquent, la paix sera désormais dans les cœurs. Et ma satisfaction est vraiment très grande de constater que l'ensemble de la représentation nationale a réellement compris qu'il s'agit d'une rumeur qui n'est pas du tout fondée. Et s'il y a quelque part des doutes encore, je crois que les documents sont là et sont suffisamment clairs. On pourra toujours les visiter pour voir s'il y a des problèmes de part et d'autre. Le gouvernement, tout en travaillant pour le bien-être, a beaucoup d'égards pour certaines valeurs qui définissent notre pays. C'est au nom de ces valeurs que Salman Karimou a salué le déroulement des échanges sur la question posée par Nourenou Achadé. Il était aussi question pendant cette plénière des populations occupant certains domaines à Kholakodji et à Tokben. Elles ont été délogées par le gouvernement qui a pris des mesures en faveur de leur réinstallation ailleurs. Face aux députés et suite à des questions du député Gafari Adéchokan, le gouvernement, à travers le ministre de la Justice, garde des Sceaux chargé des relations avec les institutions, s'est expliqué. Nous retrouvons Latif Boni pour le compte-rendu. Une évaluation de la situation faite en 2012 dénombrait les ménages sinistrés de Kholakodji à plus de 600. Dans l'exécution de cette opération de relogement, les faits se déroulent entre septembre et octobre 2021. Déguerpissement et relogement des personnes occupant illégalement certaines emprises à Kholakodji. Et c'est à ce propos que le gouvernement est interrogé ce jeudi 30 novembre à l'Assemblée nationale. Pourquoi ce déguerpissement en période de pluie et en pleine année scolaire sans dédommagement ni relogement avant l'opération? Quel est le nombre exact de ménages déguerpis? Gafari Adéchokan, l'auteur de la question orale, ne s'intéresse pas qu'à la seule opération de déguerpissement. Il interroge aussi la situation domaniale à Tokben. Pourquoi ce subit regain d'intérêt pour Tokben Plage et la zone 4 alors que, juste non loin, existe un vaste domaine de l'État? Sur le sujet des déguerpissements à Kholakodji, le gouvernement, par le biais de son ministre chargé des relations avec les institutions, répond avec des nuances. Dans le cas de Kholakodji, chaque personne ou ménage déplacé a reçu 3 différents types de compensations. En nature, une portion de terre de 200 mètres carrés. En numéraire, un montant de francs CFA 5 millions. Au plan juridique, un acte d'occupation individuelle et donc un titre. Aux réponses gouvernementales à ces questions, l'auteur va réagir et le débat va s'en suivre. Débat tranché avec d'un côté l'insatisfaction qui vire à l'inquisition, de l'autre l'explication, la satisfaction qui fait place à l'encouragement à aller plus loin dans des efforts d'assainissement du cadre de vie. Cet acte est cruel, inhumain, dégradant. La population Khoula et Khouela de Cotonou ne méritent pas cela. Ils ont beaucoup rendu service à la nation. Qu'est-ce qui justifie cet empressement du gouvernement à détruire vaille que vaille la cité Khoula de Cotonou si jusqu'à ce jour, rien n'a été fait pour occuper l'espace? Quelqu'un qui vit dans la précarité, à qui vous allez remettre 5 millions pour pouvoir aller construire un abri sur le site que vous lui avez affecté, vous ne pouvez pas vous attendre à autre chose que de le voir dépenser cet argent pour d'autres fins et continuer par vivre à la belle étoile. Et c'est le cas en ce moment. Notre capitale est en train de changer de visage. C'est à notre honneur, ça fait la fierté de ceux qui nous visitent. Demain, personne ne viendra reloger ceux qui étaient à côté de la clôture de l'aéroport. Si on leur dit autre chose, c'est faux. Les 200 mètres carrés octroyés à chaque famille, les 5 millions de francs CFA et un acte de propriété ont suivi l'opération qui a été conduite. C'est à saluer. L'État n'était pas obligé de le faire, mais ils l'ont fait. Ceci s'inscrit bien dans la logique du rehaussement social prôné par le gouvernement de la rupture. De ce débat, le gouvernement a défendu le droit de faire prévaloir l'humanité.
et le devoir de laisser aux lois et aux droits de propriété la force qui leur sont dues, avant d'assurer tout de même avoir pris bonne note des différentes positions. La question est de savoir si le gouvernement n'a pas l'obligation d'être ambitieux pour notre pays. La question est de savoir si le gouvernement n'est pas garant de l'application des lois, du respect de la loi et de ce que force doit être donnée à la loi. La question orale sur les déguerpissements de Khoulakodji et de Togben aura été un retour sur la difficile gestion des déguerpissements et des relogements au Bénin, avec en toile de fond le rapport des populations avec l'autorité de l'État. Revenons sur les réactions des députés pendant cette plénière avec ces morceaux choisis par Latif Ouboni. Monsieur le ministre, en procédant au déguerpissement tel que vous êtes en train de le faire, le gouvernement du Bénin n'accroît-il pas la paupérisation dans notre pays? Quels sont les moyens de sensibilisation déployés par le gouvernement pour vraiment faire un déguerpissement ou une libération à visage humain qui privilégie et protège les droits de la population? Monsieur le ministre, je voudrais vous dire que, comme l'a dit mon collègue Sojin, les périodes choisies font que le peuple se demande s'il est dans son propre pays. Vouloir rendre les berges lagunaires, les berges maritimes belles, n'a jamais été une mauvaise chose pour toute ville qu'on veut développer une capitale comme celle du Bénin. Allez-y à Abidjan, c'est la même situation. Les Ébriers, les Adjans, à Biétry et à la zone 4C, ces espaces ont été libérés. Et tout ça, ça fait d'Abidjan aujourd'hui ce que nous connaissons. Les émotions qu'on dit, les propos émotionnels que nous distillons ne font pas de nous des gens qui aiment le peuple plus que des autres. Nous aimons tous notre peuple. Nous voulons tous que la population vive heureuse. Nous ne voulons pas de pauvres. Mais ça passe par des sacrifices. Et l'État, celui du président Patrice Talon, a eu le courage de décider d'appliquer, de continuer d'appliquer. Quand le gouvernement, après, est venu avec les machines à Plakonji, mais les populations avaient fini d'adhérer. Ils ont signé un papier où ils étaient prêts à partir pour être relogés. Eux-mêmes, ils ont signé, les dignitaires de là-bas. Ils ont signé. J'ai le papier sur moi, je peux partager ça à tout le monde. C'est les populations même qui ont été d'accord pour être déplacées. Et le gouvernement vous a dit, ils sont partis. Chacun a reçu un carré, plus 5 millions de francs CFA. Si le gouvernement avait de l'argent pour donner 100 millions à chacun, pourquoi il ne le ferait pas? Mais nous sommes un pays pauvre. Chacun. Et à l'heure où je vous parle, si vous voulez, sous votre conduite avec un équipement motorisé, nous allons partir à Djefa. Ils sont en train de faire de l'installation électrique. À l'heure où je vous parle, je suis passé par là avant de venir ici. Conventionnel. Ils sont en train de leur mettre de l'électricité. Le cadre a été assaini. Et quand le préfet du littoral a sorti un arrêté pour leur dire de vite rejoindre, alors que l'école qui était prévue n'était pas construite, le lendemain, le gouvernement en conseil des ministres a donné l'ordre d'attendre que l'école soit construite d'abord avant de les faire partir. C'est ce qui a été fait. L'autre question d'intérêt public à laquelle le gouvernement a été invité à répondre ce jeudi, relative à la construction et à la modernisation des marchés urbains et régionaux sur l'ensemble du territoire national. L'auteur de la question est le député Joël Godonou avec comme interlocuteur représentant le gouvernement le garde des Sceaux, ministre de la Justice chargé des relations avec les institutions. Je vais nommer Yvon Detchenou. Je vous propose de les écouter. Le gouvernement est invité à bien vouloir répondre à la représentation nationale aux questions ci-après. 1. Quel est le nombre exact des marchés construits à la date d'aujourd'hui? 2. Quel est le coût total des travaux de construction des 10 marchés? 3. Est-ce que le délai contractuel pour la réalisation des travaux a été respecté? Y a-t-il des travaux non achevés ou non démarrés? Sinon,
Quelles en sont les causes et les responsables? Selon les thèmes du contrat, quelles sont les sanctions qu'encourt la partie défaillante? 4. Comment peut-on vérifier que les avantages que devrait apporter le projet sont effectifs? Exemple, le marché de Bégamin de 570 places devrait passer à 1000 places. 5. Quelles garanties ont les anciens occupants, vendeurs et vendeuses, qu'ils seront propriétaires de l'attribution de chaque place? Et en réponse précise, la phase 1 a porté sur 19 marchés urbains et régionaux. À la date d'aujourd'hui, 13 ont été réceptionnés et sont en attente de mise en exploitation par l'ANAGEM. 6 marchés sont encore en cours de travaux en mode régie pour un achèvement prévu cette année 2023. Le coût des travaux effectués à la phase 1 est de 89,5 milliards. Il concerne donc les 19 marchés que nous avions évoqués. Le délai des travaux de la phase 1, s'étend de 2020 à 2021, n'a pas été respecté en cause les impacts lourds de la pandémie de la Covid, le conflit qui s'est suivi ensuite entre la Russie et l'Ukraine et qui a occasionné des retards dans les commandes et dans les travaux. En 2022, donc, seulement 13 marchés ont été achevés et réceptionnés. 2 entreprises en charge de 6 marchés sur les 19, donc ce premier lot, ont été défaillantes. La poursuite des travaux a été organisée en régie, c'est-à-dire en gestion contrôlée. Les 6 marchés en question sont le marché d'Arwangbo à Porte-Nouveau, le marché de Kourokodji, le marché de Rondjoro à Abomey, le marché de Guéma à Parakou, le marché de Djougou et le pavillon de Kwaou à Ouida. Alors, la mise en exploitation des marchés démontrera les avantages d'un espace de commerce complètement assaini, couvert avec les commodités sanitaires de locaux adéquats comme l'infirmerie, les salles polyvalentes et plusieurs nouveaux aspects par rapport au marché existant. Quel est le montant fixé pour l'attribution de chaque place? Ce montant sera fixé compte tenu des études en cours par l'ANAGEM. Quel est le mode de gestion des digues marchés? La gestion est sous la tutelle de l'ANAGEM et l'ANAGEM pourra, dès que les études seront terminées, dire très clairement quel est le mode de gestion qui sera mis en place. La question relative à la construction et à la modernisation des marchés urbains et régionaux sur l'ensemble du territoire national a suscité beaucoup d'intérêt chez les représentants du peuple. Je vous propose quelques extraits de leurs interventions. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui bloque les travaux de construction des marchés de Djougou et de Parakou? Le délai de mise en œuvre sera-t-il vraiment respecté? Parce que les populations des quartiers riverains à ces marchés ont de difficultés à circuler librement. Déjà, dans notre pays, on a un souci. Pas seulement dans notre pays, dans la sous-région, le problème d'emploi se pose. Et ces personnes qui étaient dans une activité à qui on a voulu faire du bien en les délogeant, et l'on n'a pas réussi à leur trouver un site de relogement, ça pose un problème. Ça pose véritablement un problème. Moi, je voudrais savoir un peu, pourquoi ça a été pensé ainsi, pourquoi on n'a pas cherché à les reloger forcément. Je vais faire un plaidoyer à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est de faire en sorte que, effectivement, les femmes puissent occuper ces marchés, et pour autant que c'est fini. Le deuxième niveau, c'est les voies d'accès. J'en ai parlé hier. On construit le marché de Glazoué tel que c'est fait, mais les voies d'accès, vous n'avez pas idée, c'est ça que j'ai cité. Depuis même à Plaroué, là, les gens viennent au marché de Glazoué. Le marché de Dantokpa, nous le savons tous, était insalubre, par exemple. Et ce n'est pas mon collègue Armand Gansel qui me démentirait le nombre d'incendies qu'il a fallu éteindre dans ce marché. Et le marché n'est même pas fait pour que les sapeurs-pompiers viennent éteindre les feux. Voilà. Donc, la stratégie qui consiste à, on va dire, décentraliser, à faire des marchés de spécialité, à spécialiser nos marchés, est une bonne stratégie pour une ville
fonctionnel, opérationnel, comme je l'ai dit. Je voudrais remercier le gouvernement parce que, à travers ce projet, le gouvernement met à l'abri nos sœurs, nos mamans, les usagers des marchés. Le gouvernement les protège contre les incendies. Le gouvernement les protège contre l'arnaque, l'escroquerie qui était organisée entre-temps quant aux redevances à payer. Ce qui se fait dans le pays nous met vraiment à l'aise et nous savons que nous pouvons nous comparer ailleurs. Le président Talon a l'habitude de dire que sa référence ne serait pas ceux qui sont comme lui. C'est-à-dire ce n'est pas encore ceux qui sont à la même hauteur que le Bénin. Sa référence, c'est ceux qui dépassent le Bénin de loin. Et je crois que les halles, c'est ça, comme ça qu'on les appelle, les halles tels qu'ils sont en train d'être construits, nous mettent vraiment à la hauteur de la concurrence. Question au gouvernement au Bénin, question au gouvernement en France aussi. Et dans un environnement marqué par les défis croissants du secteur agricole, les députés français se mobilisent pour comprendre et résoudre les difficultés auxquelles font face les agriculteurs. Mercredi dernier, le gouvernement français était donc au Parlement à cet effet pour répondre à certaines préoccupations du député républicain Victor Aberd-Dasso. Pour l'occasion, c'est Olivier Véran, ministre délégué chargé du renouveau démocratique qui représentait le gouvernement. Je vous propose de les écouter sur cet élément qui porte la signature de Stéphanie Ndekwemandoras qui, tout en étant au Bénin, les a suivis. Il faut consommer français, alors que 70% de nos fruits et 40% de nos légumes sont importés. Si l'on prend exemple sur l'élevage bovin, la France représente un des modèles les plus vertueux en matière d'élevage, mais doit faire face à des modèles ultra industrialisés, avec comme conséquence 25% d'éleveurs français de moins en 10 ans. Nos agriculteurs subissent une concurrence déloyale. Il faut imposer le respect des normes appliquées aux produits issus de l'Union européenne par les pays tiers dans le cadre d'accords commerciaux. Je pense aux négociations avec l'Australie ou le Mercosur. Notre souveraineté alimentaire est en danger. L'exemple du maïs en ce sens est édifiant. La production française était autosuffisante il y a quelques années et nous sommes tristement devenus le plus gros importateur de maïs de l'Union avec des traitements utilisés interdits en Europe. C'est l'enfer du décor. Un enfer normatif et bureaucratique qui rend leur travail et leurs revenus de leur exploitation précaires. Monsieur le ministre, c'est un avertissement que les agriculteurs vous envoient afin que notre souveraineté alimentaire soit garantie dans les années à venir. Oui, monsieur le député, vous avez raison, on doit mener cette bataille pour la souveraineté alimentaire française. Et donc pour ça, on doit aimer nos agriculteurs, porter notre agriculture et tout faire pour accompagner l'agriculture française dans un environnement mondialisé, difficile, normatif, face en plus à des dérèglements climatiques qui ajoutent parfois de la misère et de la détresse aux difficultés du quotidien. Monsieur le député, on agit pour les agriculteurs français. L'agriculture, elle est aussi confrontée à des nouveaux défis, le gel, la grêle, la sécheresse. Le président de la République, la première ministre et d'autres membres du gouvernement étaient d'ailleurs aux côtés des agriculteurs touchés par la tempête en Bretagne et dans le Pas-de-Calais à la suite des inondations. Un fonds de soutien exceptionnel de 80 millions d'euros a été déclenché parce que justement, on veut que les agriculteurs tiennent parfois contre vent et contre marée. Ça a été le cas aussi pour les épisodes sanitaires. Je pense en particulier au fait d'avoir été le premier pays au monde à pouvoir déployer une vaccination à large échelle sur la grippe aviaire. Et au-delà des crises, le gouvernement est mobilisé pour le défi des transitions. 800 millions d'euros mobilisés dans le budget 2024 pour déployer les démarches de planification écologique. 800 millions d'euros supplémentaires inscrits au PLFG sur l'accompagnement de ces crises. Bref, nous faisons face aux défis. On est tous du côté de nos agriculteurs. La question a nourri des inquiétudes et déchaîné des passions au sein de l'opinion publique qui pensait que le jeudi 30 novembre dernier, les députés de la nouvelle législature voulaient examiner une loi sur l'homosexualité. Ce n'était que des rumeurs et nos élus ont eu le temps de le marteler tout au long de la question orale avec débat adressé au gouvernement pour savoir si, oui ou non, l'homosexualité a été introduite dans le programme éducatif au Bénin. Le sujet, son envergure a fait revenir certains journaux là-dessus ce lundi. Gilles Christidi, dans sa revue de presse, en parle, entre autres. Mesdames et messieurs, bonjour.
Le Parlement béninois n'a aucune loi sur l'homosexualité sur sa table. Le leader du jour rapporte que suite à une polémique qui a largement prévalu au sein de l'opinion ces derniers temps, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale a clairement signifié que la représentation nationale n'est nullement appelée à légiférer sur un tel sujet. Vitali Botton, informe Fraternité, a animé une conférence de presse ce vendredi 1er décembre 2023 au Palais des gouverneurs à Porto Novo pour apporter des clarifications au sujet de la polémique autour de la question orale avec débat relative à la supposée introduction de l'homosexualité dans le système éducatif béninois. En guise de réponse à cette question posée par le député Nourenou Atchadé du groupe parlementaire Les Démocrates, le ministre Salimane Karimou a plutôt parlé de l'éducation à la santé sexuelle dans les écoles béninoises. Et le quotidien de Ménotin de citer Vitali Botton lors de sa sortie médiatique au sujet de la position du numéro 1 du Parlement. Je cite, « Le président de l'Assemblée nationale 9e législature salue et encourage la réforme du système éducatif béninois qui consiste à introduire l'éducation à la santé sexuelle dans les curricula sans modifier l'existant. Pour lui, poursuit-il dans les colonnes du journal, cette réforme constitue un acte de gouvernance responsable à saluer. En conséquence, les réponses fournies par le gouvernement lui paraissent entièrement satisfaisantes. » Fin de citation. Pour la tribune de la capitale, le débat sur la question de l'homosexualité qui a eu lieu au Parlement est un pétard mouillé. Mon confrère soutient son analyse par un bout des déclarations de Vitali Botton qui affirmait ce vendredi qu'il n'est pas question de proposition ni de projet de loi. Une position relayée également par le pays émergent et Nord-Sud quotidien. Bénin intelligent sur la question estime qu'une telle légifération serait à l'antipode de nos valeurs. Toujours au Parlement, Fraternité informe que les députés vont se retrouver le vendredi 8 décembre prochain pour examiner le projet de loi de finances gestion 2024. Selon mon confrère, ce projet de loi de finances s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 3 199 274 millions de nos francs CFA. D'ores et déjà, poursuit le journal, la commission budgétaire de l'Assemblée nationale a reçu les membres du gouvernement et les présidents des institutions de la République. Ceci pour étudier les budgets sectoriels en vue d'éventuels amendements. Le journal de conclure que le dernier membre du gouvernement attendu devant les députés ce lundi est la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidjatou Matisse. Fin de cette revue de presse. À demain. Les montres existent sous différentes formes, mais d'une forme à l'autre, ce qui ne change pas, c'est leur rôle. Leur rôle qui est de donner une idée exacte de l'heure qu'il fait. Mais lorsqu'une horloge sonne 13 coups, l'adage dit qu'il est l'heure de la réparer. Et qui répare une horloge? L'horloger, bien sûr. On retrouve de moins en moins les horlogers dans nos agglomérations. Aussi, peut-être que le métier est de moins en moins attrayant. Un contraste avec la passion et l'engagement qu'on remarque chez les rares qui exercent encore ce métier. Gilles Christudi et Octave Adjou sont allés rencontrer quelques espèces en voie de disparition parlant de ces horlogers. C'est un étalage pas comme les autres, avec des montres de toutes les qualités. Nous sommes dans la capitale du Bénin, dans l'atelier d'un horloger. Moi, je répare. Moi, je suis réparation de montres et de montres. Et notre travail là, c'est un travail qui sont là, ce n'est pas maintenant. Si tu vois des montres, s'il y a des pannes de piles, toi-même tu vas connaître. Si c'est des pannes de bobines, tu vas connaître. Parce que c'est comme travail, c'est comme réparer de radio, réparer de portable. Des montres, il y en a de toutes les catégories, avec des subtilités et spécificités. Ambroise est horloger, il en est fier. Parce que ça là, c'est technique vrai.
si on dit horloger là, c'est technique vrai. Donc, pourquoi les gens les enfants ne veulent pas faire ça là maintenant? Parce qu'ils voient que notre travail là, ça ne marche pas bien, alors que c'est un bon travail. Avant là, si on dit horloger, il y a beaucoup de gens qui rentrent dedans. Maintenant que les gens ne rentrent pas comme ça, parce qu'ils voient que c'est un petit travail, alors que ce n'est pas petit travail. Vous avez vu? Donc maintenant, il y a des enfants d'aujourd'hui là, elles ne veulent pas faire ça là. Malgré les avancées notables de la technologie, plusieurs personnes continuent d'opter pour le port des montres. La clientèle ne désemplit donc pas et notre horloger s'en frotte bien les mains dans un contexte où les ateliers de ce genre sont comptables au bout des doigts. Je vois des clients, parce qu'avant je n'ai pas resté ici, je suis à côté du musée d'Asba là-bas avant. Donc comme ils ont cassé là-bas, là, c'est pour ça que je suis venu ici. Je vois mon client, il y a des clients qui viennent. C'est moi qui va, c'est que moi je trouve l'argent dedans. Celui qui ne connaît pas mon travail, qui va dire que ce travail-là, ça là, j'ai pas de l'argent. Alors que moi, je sais qu'il y a travail, il y a de l'argent dedans. S'il y a de moins en moins d'horlogers dans les communautés du Bénin, ce métier est-il alors voué à la disparition totale dans quelques années? Ambroise jure et croit dur comme fer que cela n'est pas près d'arriver, en dépit de tout. Non, jamais. Jamais. Il y a des gens qui portent montre. Ce n'est pas qu'il y a portable. Il y a montre sur les voitures. Il y a portable, il y a montre sur le portable là que je ne trouve pour moi. Les gens viennent. Parce que montre, il y a des gens qui portent montre correctement. Vous avez vu, il y a des gens qui portent des montres. Donc, même insérieux, il y a des mon clients qui viennent d'insérieux, ils viennent avec les montres. Bonnes montres, ce n'est pas montre que les papas vendent. C'est un bon montre que les gens viennent avec ça. Donc, ce n'est pas que je ne trouve pas de clients. Il y a des montres que les gens portent. Il y a des logés. Parce que si vous avez quitté ici maintenant, là, pour aller au grand marché, là, il y a un là. Allez vers attaquer Carrefour, il y a un là. Mais vous n'êtes plus nombreux comme les coiffeurs? Non. On n'est pas nombreux comme les coiffeurs. Parce que notre travail là, ça allait maintenant là. Donc si c'est fini, c'est fini. L'horlogerie, à l'instar de plusieurs métiers artisanaux, est aujourd'hui à la croisée des chemins. Si ces acteurs sont confiants quant à sa pérennité dans le temps, il n'en demeure pas moins que ce métier reste menacé par les prouesses technologiques en constante évolution. Notre horloge à nous indique qu'il est l'heure de sortir de ce journal. Vous retrouverez en temps et en heure les autres programmes de télévision Hémicycle. Et pour ce journal que vous avez suivi et pour les autres programmes à venir, je vous dis déjà, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité.